Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que votre relation amoureuse avec une personne qui est perverse narcissique va transformer votre vie par la suite. Je pense que de tous ceux qui ont vécu ça, personne ne pourrait dire « ça me rend indifférent ». Il n'y a pas eu de changement. Il y a clairement un immense delta entre la vie que tu as eue avant cette personne et la vie que tu as après cette personne. Et j'aimerais qu'on aille plus loin aujourd'hui, déjà en commençant par voir ce qu'on pourrait appeler une vision basique de la chose. Et quand je dis basique, je parle des gens qui resteront traumatisés longtemps dans leur vie. Et on va aussi voir la vision de ceux qui ont compris et ceux qui pourront avoir une vie bien plus heureuse. En fait, cet événement marquant peut être soit l'opportunité, c'est pas le bon mot, mais ça va être soit le déclencheur d'un traumatisme qui va rester toute votre vie, ou alors ce sera l'opportunité d'avoir une vie qui sera merveilleuse par la suite, bien plus belle que celle que vous aviez avant. On voit tout ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a aussi un lien pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. On va commencer par des signaux qui sont évidents d'un traumatisme que vous avez probablement tous eu si vous avez vécu avec une personne qui est perverse narcissique. Je parle beaucoup du domaine amoureux dans ces vidéos. On pourrait étendre ça à la famille, au monde du travail, à l'amitié. Mais c'est vrai que ma chaîne est plutôt dédiée à la partie amoureuse, celle qui m'intéresse égoïstement, celle dont je vais vous parler là-dedans aujourd'hui. La première phrase qui revient tout le temps, c'est « le problème, c'est l'autre ». On va commencer par la vision basique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore travaillé sur eux ou ceux qui sortent juste de cette relation. C'est-à-dire que la rupture n'a eu lieu il n'y a pas très longtemps ou alors on n'a pas travaillé sur soi. Le problème, c'est l'autre. C'est ce qu'on peut entendre si tu fais des dates sur des applications de rencontres ou quoi. Tu as un premier date et l'autre te raconte « le problème, c'était à 100% l'autre. Mon ex est le plus gros pervers narcissique de la planète. Tout est de sa faute. » Signe évident que l'autre soit est sorti il n'y a pas longtemps de cette relation ou soit n'a pas travaillé sur lui. Autre phrase qui est extrêmement classique, c'est « je n'ai pas eu de chance. Moi qui suis une bonne personne, moi qui suis une gentille personne, j'ai pas eu de chance de tomber sur ce genre de profil dans ma vie. Pourtant, tout aurait pu bien se passer si j'étais tombé sur une personne qui était saine, équilibrée. » Non, stop. On va voir par la suite que ton profil, s'il attire ce genre de personne, c'est qu'il y a quelque chose à régler. On voit ça dans la suite de la vidéo. L'autre pensée, c'est « je dois en parler à tout le monde. Je dois rétablir ma vérité là-dedans. Il s'est passé des choses monstrueuses, on m'accuse à tort. Je dois rétablir la vérité. » Oh, stop. Absolument pas besoin de rétablir quoi que ce soit. J'ai raison. J'ai eu raison. Je me suis battu pour que ça se passe bien. J'ai essayé de réparer cette personne. J'ai essayé de faire que la relation était plus saine. Pareil, on est toujours dans les signes du trauma. Il y a, avec ceci, suite à ce genre de phrase, on peut trouver plusieurs traits psychologiques. Comme typiquement, on va voir des ruminations. Dans ces ruminations, on va rejouer les événements dans notre tête. Ce sera soit les rejouer à l'identique, ou alors rejouer juste une partie et changer quelques-unes de nos réponses. En se disant, tiens, si j'avais répondu ceci à ce moment-là, ça se serait passé différemment. Si j'étais parti à ce moment-là, à cette dispute précise, alors j'aurais une vie plus heureuse, j'aurais pas vécu ça. On va voir par la suite que ça change pas grand-chose au final. On peut aussi, dans ces ruminations, rejouer toute sa vie. C'est-à-dire, en gros, se dire, j'ai jamais eu de chance en amour, on généralise. Ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique est juste l'une d'entre elles. Je n'ai eu que des relations qui n'avaient aucun sens dans ma vie et donc je ne trouverai jamais l'amour. Ça contient donc les mots toujours, à chaque fois ou jamais. On généralise sur l'intégralité de notre vie. Ça va aussi parfois avec un sentiment de honte. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez parmi ces signaux-là. Sentiment de honte. Je ne suis pas assez bien, ou je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer financièrement. Il a joué de moi, j'ai été trop naïve dans ce genre de situation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ouvert les yeux? On a honte de ne pas avoir vu quelque chose, qu'en plus, la chose était probablement évidente. Si on regardait la situation un peu différemment, peut-être même que tout votre entourage avait vu ce genre de problème, sauf vous. Et là, c'est la honte. J'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un problème là-dedans, je ne l'ai pas vu. Ça peut être aussi un désespoir ou une anxiété chronique ou cyclique. C'est-à-dire que toutes les quelques heures ou tous les quelques jours, toutes les quelques semaines, ça va revenir, cette espèce d'angoisse. Je me suis fait avoir, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû me comporter différemment. Comment est-ce que j'ai pu tolérer ce genre de choses? Donc ça va, il y a des phases où ça va, et puis après ça, il y a des phases où ça va pas. Et généralement, juste après la rupture,
les phases sont très proches, et puis avec le temps, ça va s'espacer un peu. Mais ce qui est désespérant là-dedans, c'est que ça revient toujours. Et on se dit, mais j'en sortirai jamais. Ça fait des années que je suis plus dedans. Je pense encore à cet ex-là. J'ai l'impression que ça ne progresse pas et que ça n'avance pas parce que finalement, on ne se voit pas progresser. Si ta rumination arrivait dans le temps toutes les 5 secondes, puis après ça, au bout de 3 mois, elle n'arrive plus que toutes les minutes, dans ta tête, tu vois pas la progression. Sauf qu'en fait, il y a quand même une progression de x5, x10, enfin, le machin s'espace, tu vois. Et à la fin, au bout de quelques années, que ce soit une rumination une fois par 15 jours ou une fois par mois, tu vois pas trop la différence non plus. Après ça, c'est aussi souvent la peur de refaire confiance avec même une forme de paranoïa. C'est je dois absolument analyser les signaux, savoir si la prochaine personne sera la bonne ou pas, avec éventuellement le fait de poser des questions pièges au nouveau. Ou alors au moindre red flag, se dire allez ça y est, ça doit dégager, parce qu'on a ancré en nous cette angoisse et ton corps est en train de te protéger de ceci. N'importe quel mot, quasiment même un mot que l'autre aurait pu prononcer, qui est reprononcé, une situation que tu revis sera comme un déclencheur de ce processus, de ce mécanisme de défense. Il dit ceci actuellement, ou je vis ce genre de situation, je l'ai déjà vécu il y a 5 ans avec cette personne qui était perverse narcissique, donc c'est aussi un pervers narcissique. Pour comprendre ceci et pour éviter 12 ans de thérapie, sachez que le cerveau fonctionne comme ça. Si jamais quand tu es petit, tu mets ta main sur une plaque de cuisson et qu'elle te brûle, ton cerveau enregistre que quand il y a une plaque de cuisson, il faut faire attention. Et ça te crée une forme de logiciel, de mécanisme au fond de toi. Attention, plaque de cuisson égale danger. Et si jamais tu t'en approches, le déclencheur peut être simplement le fait de voir une plaque de cuisson allumée. C'est un déclencheur qui vient allumer ces ruminations pour t'empêcher de faire ceci. Donc les ruminations sont nécessaires. Et si jamais tu entends une phrase, la phrase peut être un déclencheur. Une phrase, une situation. Parfois même, on peut aller, pour les plus traumatisés, jusqu'à un parfum ou même jusqu'à un nom de ville ou un prénom qui pourrait ressembler un petit peu à l'autre. On entend un prénom, ça y est, ça vient déclencher toutes ces ruminations. Mettez-moi aussi en commentaire. Je vous dis ça, c'est pas pour bêtement créer de l'engagement, ce qui est aussi une des raisons au passage, mais c'est surtout parce que on peut parfois se sentir seul dans ce genre de situation et le fait de voir que d'autres ont vécu ça également est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Je ne suis pas le seul à avoir ce genre de choses qui se déclenchent, d'autres personnes l'ont aussi. On peut aussi avoir une forme de déconnexion de ses propres sentiments qui va se traduire de la manière suivante. J'ai souffert, on parle encore une fois des ruminations de ce système de défense psychologique. J'ai souffert dans cette relation, et ben mon corps, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre une chape de plomb sur ses sentiments pour empêcher de ressentir de la douleur. Mais en mettant cette chape de plomb, on parle parfois de bunker émotionnel, mais cette espèce de masse sur toi, sur ton cœur, qui se ressent parfois par une espèce de lourdeur. T'as pas les épaules tranquilles, t'es penché en avant, t'as cette espèce de poids sur la poitrine. Je viens comprimer mes émotions pour ne pas les ressentir, et du coup on ressent plus d'émotions négatives. C'est encore une fois une protection, comme les ruminations. On ressent plus les émotions négatives, mais on ne ressent plus non plus les émotions positives. Difficulté à être amoureux à nouveau. Ça va souvent aussi avec des difficultés à établir les limites, des limites saines dans un couple, savoir dire stop, savoir dire non quand on n'a pas envie. Et ça peut aussi créer quelque chose qui est probablement le pire là-dedans, c'est ce qui s'appelle des conflits intérieurs. Un conflit intérieur, c'est pourquoi est-ce que je l'aime toujours alors que cette personne est définitivement pas la bonne pour ma vie. Cette personne a voulu me détruire, mais j'ai envie d'y revenir. Donc tu crées cette espèce d'injonction paradoxale, le cerveau déteste ça. Si tu en veux une autre, je ne veux pas que les animaux souffrent, pourtant j'aime bien manger de la viande. Tu vois le truc ou pas? C'est je veux pas que les animaux souffrent, mais j'aime manger de la viande. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Tu peux pas aller typiquement dedans. Et du coup, ton cerveau, par exemple, si jamais tu es carnivore, pensera à juste dissocier les deux. On va dissocier, on va conseiller que ce que je mange n'est pas un animal. Ou se dire que peut-être que les animaux n'ont pas souffert dans ce genre de choses. Bref, je reviens à mon sujet. Ton ex n'est pas un animal en souffrance. Je l'aime, mais ce n'est pas la bonne personne. Je l'aime, mais je le déteste. Et du coup, ce conflit intérieur, ton cerveau déteste ça. Et il va te créer des ruminations jusqu'à ce que tu trouves la réponse à tout ceci. On en arrive au point numéro 2. Ne me tuez pas dans les commentaires pour ce point numéro 2. La plus grande chance de votre vie. On a dit tout à l'heure, il y avait une vie avant. Il y a eu cet épisode avec une personne qui est perverse narcissique. Et il y a 2 choix de vie pour la suite.
soit ce sera la pire chose qui te soit arrivée, un traumatisme que tu gardes à vie si tu ne bosses pas dessus, soit la plus grande chance de ta vie. Je te propose aujourd'hui qu'on voit plus de ça, comme la plus grande chance, ce sera beaucoup plus positif. Tes ruminations dureront tant que tu n'as pas compris le message. Il y a beaucoup de théories là-dessus qui t'expliquent qu'une rumination, c'est juste te remettre devant le visage quelque chose jusqu'à ce que tu le comprennes. Tu dois comprendre quelque chose par rapport à ça. Tant que tu n'as pas compris, on te remet l'image devant les yeux. Et aujourd'hui, est-ce que tu connais le message? Est-ce que tu sais quelle était la raison de tout ceci? Si jamais tu connais la raison et que tu comprends ça et que tu changes ton comportement, tu as gagné en fait. Ça veut dire que ta vie sera plus heureuse après. Prenons un cas de figure très classique. J'étais dépendant affectif avant, je me bouffe un mur avec cette personne qui est perverse narcissique. J'arrive à comprendre que je ne dois plus jamais être dépendant affectif de ma vie. Et donc, j'ai enfin la chance ou l'opportunité d'être enfin amoureux pour les bonnes raisons dans ma relation d'après. Ton cerveau déteste les signaux contradictoires, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et tu auras ces injonctions paradoxales qui vont te parasiter jusqu'à ce que tu comprennes. Reprenons le coup des animaux. Tu peux aussi tout à fait un jour décider de devenir végétarien. Je ne décide que cette injonction paradoxale sortira de mon cerveau. Mais si ça peut être simple dans ce cas-là, pour les pervers narcissiques, ça peut être un peu compliqué. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre quelle est la logique là-dedans, quelle est la chose que je dois apprendre et comment est-ce que je peux, je ne dirais pas jusqu'à dire remercier cette personne-là, mais comment est-ce que je peux me sentir mieux par rapport à ça. Pour sortir de cette injonction paradoxale, ton cerveau va t'emmener sur ce qui s'appelle de la mauvaise logique. Mauvaise logique, si on reprend le coup des animaux, c'est de se dire oui, mais finalement, ce que je mange là, c'est juste un plat avec des choses dedans. Il n'y a pas de rapport vivant. C'est juste la mauvaise logique, ce serait de se dire c'est juste quelque chose de différent. Ce qui est faux. On parle vraiment d'un animal. Il faut que j'arrête de parler d'animaux, c'est juste bizarre dans cette vidéo. Dans la mauvaise logique des pervers narcissiques, ce serait par exemple de toute façon, je ne mérite pas mieux. Alors, je peux te garantir une chose, si jamais tu penses que tu ne mérites pas mieux, tes ruminations, tes injonctions paradoxales, elles vont rester dedans. Parce que ton cerveau, au fond de lui, il ne pense pas que tu ne mérites pas mieux. Ton cerveau pense que tu mérites mieux. Donc, tu peux alterner un jour sur deux. Des je ne mérite pas mieux, je mérite mieux. Et ça, ton cerveau déteste ça. La mauvaise logique ne marcherait pas. C'est à cause de mes parents. Donc, avant, c'était à cause de cette personne qui est perverse narcissique. Maintenant, c'est à cause de tes parents. Je dois être déréglé. Mais au fond de toi, je dois être déréglé. Pourtant, chaque être humain pense avoir raison. Mauvaise logique, ça ne marchera pas. Ou encore, je dois y retourner pour comprendre, pour qu'il y ait un sens à tout ceci. Extrêmement classique. 99% des gens veulent y retourner. C'est normal. Je n'ai pas compris quelque chose, je veux y retourner. Peut-être même inconsciemment, on le sait, c'est souffrir encore un peu plus jusqu'à comprendre quel était le message derrière ceci. Mais parfois, c'est atroce ce que je vais vous dire, mais moi, je suis passé par là. C'est qu'il est plus simple de se dire, je vais encore aller souffrir un peu pour enfin pouvoir éventuellement être libéré et comprendre ce qui s'est passé, plutôt que de rester seul dans ma chambre à pleurer. Je dois y retourner pour comprendre ce qu'il y avait derrière tout ceci. Si vous étiez déjà fâché après moi pour la phrase « c'est la plus grande chance de votre vie » qui n'est pas pile exactement la bonne phrase au passage, en tout cas, c'est une opportunité de se transformer. Cette phrase d'après ne vous plaira pas non plus. Le problème, c'est vous. Alors, je fais ça au bout de quelques minutes de vidéo pour que les premiers soient déjà partis, pour qu'il ne reste que les gens qui soient vraiment intéressés par le sujet, ceux qui veulent vraiment progresser là-dedans. Oui, au bout d'un moment, le problème, il faut réaliser que le problème, c'est nous. Certes, tomber sur ce genre de personnes, avec un piège qui était parfait, je vous l'accorde, comme tout le monde me le dit, comme même moi je l'ai dit pendant longtemps, le piège était parfait, je n'aurais jamais pu m'en douter, etc. Il y a un syndrome qui s'appelle celui du prisonnier volontaire, ou qu'on trouve aussi dans la littérature sous le nom de prisonnier à la porte ouverte. Ta cage de prison, elle est ouverte, pourtant tu restes dedans. C'est des phrases dures à entendre ça. Au passage, la première fois qu'on m'a dit le problème c'est toi Antoine, quelque chose de ça, c'est un coach qui m'a dit ça, j'ai raccroché, je me suis dit mais ce mec ne comprend rien, il ne comprend absolument rien, la perversion narcissique, et j'ai raccroché. Et des semaines plus tard, je l'ai rappelé pour le remercier de m'avoir dit ça. Parce que c'était probablement la phrase la plus vraie, et c'était la phrase c'est pas celle que j'avais besoin d'entendre parce que c'était pas au bon moment, mais en tout cas c'était la conclusion à laquelle je devais arriver. Il y a une grosse différence entre ce qu'on veut entendre et ce qui est bon pour nous. Je pense que cette phrase elle est bonne pour nous, de comprendre que le problème vient d'intérieur, même si on ne veut pas entendre ce genre de phrase. Pourquoi est-ce qu'on est prisonnier volontaire de ce type de relation? Pour plusieurs raisons. Et
Ce serait une vidéo qui durerait 5 heures si je rentrais en détail dans chacune d'entre elles, mais peut-être qu'on le fera, dites-moi en commentaire, peut-être qu'on le fera dans différentes vidéos par la suite. Typiquement, la peur d'être seul fait qu'on peut rester dans ce genre de relation. Je préfère souffrir là-dedans et espérer que l'autre change plutôt que d'en sortir. Ça peut être aussi la peur du rejet ou la peur de l'abandon qu'on mettrait dedans. L'incapacité à fixer des limites. Ça peut être l'incapacité à dire stop parfois, ou à dire écoute, tu redis ça encore une fois et je partirai. Parce que bien évidemment, il y a la peur d'être seul. Donc on préférera menacer l'autre de le faire, mais pour autant on ne le fera pas. Ça peut être aussi parfois préférer éviter les conflits, ce qui est typique des personnes qui sont dépendantes affectives. Je ne vais rien dire pour pas créer de drame, j'emmagasine en moi et je vais finir par exploser par la suite. Ça peut être aussi ne pas savoir dire ses besoins, je vais vous donner un exemple ou deux par la suite. Et ça peut être aussi une somme de mensonges blancs. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais osé dire sur cette chaîne. Les gens qui sont dépendants affectifs, et je peux critiquer, j'en ai fait partie pendant la majeure partie de ma vie. Les gens qui sont dépendants affectifs peuvent être, même sont souvent des menteurs. Et vous allez me dire, Antoine, c'est atroce ce que tu me dis, je suis dépendant affectif, déjà je souffre, maintenant en plus je suis un menteur. C'est vraiment atroce dans cette vidéo, tout ce que tu nous dis, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est que parfois, on va faire des mensonges blancs. Je vous donne un exemple. J'ai déjà été dans un couple où la femme le matin m'apportait un café tous les matins. Et je trouvais ça tellement mignon, je trouvais le geste tellement mignon en tant que dépendant affectif que j'ai jamais osé dire que j'étais pas très fan de boire du café. Mais il s'avère que cette personne m'a amené des cafés pendant des mois, voire des années au lit le matin. Et c'est pas méchant comme mensonge, on pourrait même se dire, c'est même plutôt mignon. Oui, sauf que si j'étais pas dépendant affectif, j'aurais juste dit, tiens, j'aime le thé, ou j'aime, je sais pas, le chocolat chaud, ou juste, je l'aime mais pas tous les matins. J'aurais su le dire. C'est pas très grave comme mensonge, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu es dépendant affectif, tu n'arrives pas à donner tes besoins, tu n'arrives pas à dire précisément ce que tu aimes. Je vais vous donner un autre exemple rigolo. Je rencontre un ami qui est aussi dépendant affectif, pareil, incapable de dire ses besoins. Et je lui propose, pensant qu'il aime ça, je lui propose qu'on aille se louer des vélos électriques et d'aller faire un tour en vélo à un certain endroit. Et il me dit, ouais, génial. Il me dit, j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais vraiment, j'étais content de moi. Je me dis, c'est mon ami, il a hâte, j'ai hâte aussi. On va y aller ensemble, génial. Sauf qu'il s'avère qu'au bout d'une demi-heure, je sais pas, il a pas l'air très motivé de le faire. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, bah en fait, je t'ai jamais avoué ça, mais j'en fais jamais, j'aime pas trop ça. Et je lui avoue que je ne suis pas non plus fan de vélo. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui faire plaisir, je lui ai proposé de faire du vélo, mais c'était pas pour moi. Pour me faire plaisir, il a accepté. Et on se retrouve à deux à faire une activité qu'on n'aime pas. Et appelle ça un mensonge blanc ou appelle ça comme... Un mensonge blanc, c'est un mensonge qui n'a pas d'implication néfaste sur la vie. C'est pas comme si, je sais pas, j'allais mentir pour je sais pas, faire un truc grave. C'est un mensonge blanc, c'est un mensonge qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça reste un mensonge. Et si j'avais pu dire ou su dire à l'époque ce que j'aimais mieux faire, on n'aurait pas été en train de faire du vélo. J'aurais préféré m'imposer et dire ce que j'aimais faire plutôt que de ne pas le faire. Je vous donne un autre exemple parce que c'est toujours plus simple avec des exemples bêtes pour comprendre des choses qui sont beaucoup plus compliquées par la suite. Si jamais je t'invite à aller au cinéma avec toi, je te dis viens, on va aller au cinéma et je te propose un film. Reprenons exactement l'exemple du vélo. Je te propose d'aller voir un film et que tu me dis je te propose un film, je sais pas, un film d'horreur, un film policier, mais t'aimes pas ça. Mais si t'es dépendant affectif, tu vas me dire ouais, génial Antoine, j'ai hâte. Sauf qu'en réalité, t'aimes pas trop ça. Et je préférais 10 fois avoir un ami qui me dise Antoine, moi ce que j'aime, c'est pas les policiers, mais c'est tel genre de film et tel genre de film et tel autre genre de film, que si ça se trouve dans les 3 autres choix, il y a aussi quelque chose que j'aimais et on passerait une meilleure soirée. Ça signifie que le dépendant affectif ou l'hypersensible ou le haut potentiel, c'est les 3 profils qui ont à peu près ces caractéristiques, ne savent pas dire ou n'osent pas dire, alors qu'en fait, en disant la chose, on irait à un niveau supérieur de bonheur dans le couple ou dans la relation amicale. Sauf que comme on n'ose pas le dire pour pas déranger, on n'y arrive pas à ce moment-là. Et il y a un apprentissage, il y a bien évidemment l'apprentissage de plein de choses, comme typiquement des choses qui peuvent être lourdes, qui se font en thérapie. Gérer sa peur de l'abandon, gérer sa peur du rejet, gérer sa peur d'être seul, fixer ses limites, éviter être dépendant. Je dirais pas qu'en une vidéo, on peut corriger ça aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont lourdes, en tout cas qui se font en thérapie. C'est des choses que je fais très régulièrement avec mes clients. Ça se fait en quelques séances, ça se travaille. Mais déjà, ça peut démarrer aujourd'hui par savoir s'exprimer, oser dire les choses.
Ça nécessite du courage de savoir dire les choses. Et finalement, découvrir qu'on peut dire les choses et on peut accéder à une vie qui est plus heureuse. Et l'autre chose, c'est aussi se dire, à partir d'aujourd'hui, j'aurai plus jamais peur d'être seul. Je préférerais toujours être seul que d'être dans une relation qui ne m'apporte pas du bonheur, parce que ça m'apporte une force différente. Bien sûr, l'être humain, il n'est pas vraiment fait pour être seul. Dites-moi ce que vous voulez dans d'autres vidéos. J'entends celle des confrères ou celle de gens qui sont extrêmement indépendants. L'être humain n'est pas créé pour être seul. Toutes les études, 100% des études le prouvent. On peut l'être. Attention, hein, il est génial. Tu es seul pendant quelques semaines, quelques mois, même quelques années. On n'est pas réellement créé pour vivre seul, sans amour de personne. Mais il vaut toujours mieux se retrouver seul quelque temps que d'être dans un couple qui n'a pas de sens. Et pour ceci, la vraie leçon, ton vrai bonheur de vie arrivera au moment où tu n'auras plus peur de quitter cette relation pour te retrouver seul. Parce que le réel problème d'un profil qui est dépendant affectif, ou super empathe, ou hypersensible, même au potentiel, le vrai problème, c'est pas d'arriver à se caser souvent avec la bonne personne. Le vrai problème, c'est d'arriver à en partir et de louper des opportunités, de se dire que voilà, certes, je vais quitter cette personne, je vais souffrir, un hypersensible souffre 5 fois plus, 10 fois plus qu'un autre. Je vais souffrir 10 fois plus qu'un autre, mais je sais une chose, c'est que je ne louperai pas l'opportunité de rencontrer la bonne personne qui peut arriver juste après. C'est la pire chose sur Terre, se dire je suis resté des années dans un couple de peur d'être seul, alors que si j'avais su en partir, j'aurais pu être bien plus heureux avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me ressemblait. Et on en arrive sur l'histoire du vélo ou du café, savoir dire les choses, savoir renoncer, c'est déjà progresser. Voilà, côté philosophe de mes vidéos d'aujourd'hui. Plein de points dans cette vidéo ne se traitent pas dans une vidéo, se traitent au cas par cas, avec des appels, que ce soit avec moi, avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Renseignez-vous, lisez des livres, mais ce point, tant que tu as ces ruminations, c'est que tu as quelque chose à bosser et quelque chose sur lequel progresser. Et ça, c'est ce qui fait que tu auras une vie tellement plus heureuse par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Salut à tous, bye.